Bonjour, cette interview est la première d'une longue série, dont le but est d'interviewer toute la classe politique. Au Crayon, nous croyons à la pluralité des opinions, et de toute façon, on veut que chacun construise sa propre réflexion devant son écran. Les êtres sont libres, les boulots aussi, les chaînes j'en parle pas. Ah, attends, j'ai pas compris, tu parles des arbres ou des... Non mais attends, tu fais n'importe quoi. Bisous, mettez-vous à l'aise. Le Crayon. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Tu fais la politique depuis ton plus jeune âge. Quel est selon toi le rôle de l'homme politique ? Le politique, il décide. Le politique, et qui plus est le chef de l'État, en tout cas, c'est celui qui a la responsabilité de prendre des décisions que le peuple ne prend pas, auxquelles la plupart des gens ne sont pas confrontés. Et donc le politique, il décide de ce qui va arriver dans la vie des gens. Il décide du taux d'imposition, il décide de la loi, il décide de comment est-ce qu'on vit dans le pays. Je ne dirais pas que le politique est au-dessus, j'ai juste qu'il a une responsabilité. Et que cette responsabilité, c'est d'exercer le pouvoir. Quelles sont les qualités requises pour remplir ce rôle d'homme politique ? Il faut être d'abord à l'écoute des attentes du peuple, mais il faut surtout avoir des convictions. Et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans la vie politique. C'est qu'une grande majorité, une grande partie des gens qui nous dirigent n'ont pas de conviction, ou alors ont la conviction que la France est terminée, que la nation française c'est terminée, qu'il faut transférer nos pouvoirs à des instances supranationales comme à l'Union européenne par exemple, et que le pays décide plus de rien. Nous on croit dans la nation française et on croit que la nation, en tout cas, c'est le cadre le plus adapté pour protéger les peuples. C'est le peuple qui décide et tout doit être fait par lui et pour lui. Celle que tu mettrais au-delà de tout. Avoir des convictions. Avoir des convictions. Avoir des convictions. Je pense que ce qui fait la richesse du débat démocratique, c'est de pouvoir confronter des idées. C'est absolument pas de sombrer dans la violence comme c'est le cas aujourd'hui. Et le climat de tension qu'on vit en France depuis maintenant un peu plus de 14 mois vient du fait qu'on n'entend pas ce que veulent les Français, on n'entend pas ce que veulent les gens. Et donc eux ont la conviction qu'il faut utiliser la rue pour pouvoir s'exprimer. Tu as été élu pour la première fois député européen en 2019. Ça veut dire quoi d'être représentant national ? Ça veut dire que nous sommes les représentants au Parlement européen des peuples, qu'on est censé et élus pour défendre leurs intérêts. Le Parlement européen a beaucoup de compétences. C'est au Parlement européen, du moins dans les instances européennes, que se discutent les accords économiques. Les accords de libre-échange qui sont par exemple signés, qui mettent notre économie en concurrence avec des économies étrangères. C'est au Parlement que se discute la relocalisation des migrants et la politique d'immigration massive qui est menée au sein des pays de l'Union. Et puis c'est d'une manière plus large au Parlement européen que se prennent de plus en plus de décisions qui ont des conséquences sur la vie des Français. Beaucoup de choses se décident à Bruxelles et ont des conséquences sur la vie des Français. Et nous on est élus pour défendre la France, pour protéger les Français et pour défendre leurs intérêts à Bruxelles. Comment on trouve sa place dans l'échiquier politique avec un si jeune âge que le tien ? En travaillant, Napoléon disait on grandit vite sur le champ de bataille, à qui on reprochait également sa jeunesse et son jeune âge. On dit souvent que la politique est une qualité la jeunesse est une qualité pour conquérir le pouvoir. Elle l'était peut-être un peu moins pour l'exercer, mais on est en tout cas un parti politique qui donne sa chance à la jeunesse, incontestablement. La place d'un jeune au Rassemblement national, elle est naturelle. On a fait élire la plus jeune députée en 2012, le plus jeune sénateur en 2014, on a le plus jeune député européen. Et on a beaucoup de jeunes élus, de jeunes maires aussi, qui font leurs preuves et qui font du très très bon boulot. Et à titre personnel, est-ce que tu sens un désavantage ou un avantage avec le fait d'être jeune ? Il y a des qualités, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense que d'une manière générale, les gens attendent un renouvellement de la vie politique aujourd'hui. Ils attendent pas seulement un renouvellement des idées, mais aussi un renouvellement des gens qui les dirigent. Et nous, on leur dit que pour changer la politique, il faut changer les politiques. Comment tu vois l'évolution du Rassemblement national et le chemin qu'il est pris depuis maintenant l'élection perdue en 2017 ? Je pense que pendant longtemps, le Rassemblement national a été vu comme un parti d'opposition, comme un parti même de contestation. Or, aujourd'hui, il est en train de devenir un parti de gouvernement qui a vocation à succéder à Emmanuel Macron en 2022. On a beaucoup appris de nos erreurs, on a beaucoup appris de nos défaites et de nos échecs lors de la dernière élection présidentielle. Et c'est vrai que beaucoup de responsables politiques, par le passé, des présidents comme Chirac ou Mitterrand, ont réussi
à l'emporter au bout de la 3e élection présidentielle. Donc je suis assez confiant pour 2022. Et le courant d'idées qu'on incarne en France, c'est en tout cas un courant d'idées qui est en train d'arriver au pouvoir dans beaucoup de pays, partout ailleurs. Le retour des nations, le protectionnisme en matière économique, l'arrêt de l'immigration, toutes ces idées de bon sens sont finalement défendues partout ailleurs. Il n'y a pas de raison que la France en soit mise de côté. Un bon politique fait-il toujours un bon administrateur ou un bon gouvernant? Le rôle du politique, c'est de décider, et le rôle de l'administration, c'est d'exécuter, de mettre en œuvre. Le politique, il est là pour fixer l'orientation du pays, il est là pour fixer l'orientation économique, sociale, l'orientation, le calendrier budgétaire. Il est là pour fixer les grands objectifs, mais derrière, vous avez un staff, vous avez un cabinet, vous avez une administration qui est là pour mettre en œuvre ce programme. Je pense que si la politique est en train de... Si la politique a la défiance de beaucoup de Français depuis maintenant des années, c'est parce qu'elle ne fait plus de la politique mais de la technocratie. Et il y a des choses auxquelles nous on est très attachés, c'est-à-dire que l'identité d'un pays, c'est des choses qu'on souhaite défendre. Une taxe, ça peut se changer en 24 heures par l'administration, mais l'identité d'un pays, l'identité d'un peuple, c'est précieux. Ça a mis plusieurs années à se construire. Et en tout cas, le rôle du politique, c'est de défendre un héritage pour le transmettre aux générations d'après. Montesquieu disait que tout homme ayant du pouvoir est tenté d'en abuser. Comment toi tu te situes par rapport à ça et comment tu situes les autres par rapport à ça? Je pense qu'en France, les institutions et en tout cas les institutions de la République française font que le pouvoir est très encadré dans notre pays. Nous on considère que le président de la République a tout son rôle, sauf que le Parlement aujourd'hui n'est plus représentatif. Nous, on défend un scrutin à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est élue au scrutin majoritaire à 2 tours, ce qui donne une quasi écrasante majorité au président en place. Mais lorsque, comme nous, on a fait 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle et qu'on n'a que 7 députés sur 577, ça pose un problème de représentativité, ça pose un problème de démocratie. Donc nous, on défend un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. Je donne un exemple concret, vous faites 15% des voix, vous avez 15% des sièges au Parlement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais ça permettrait justement d'avoir des institutions parlementaires qui soient beaucoup plus représentatives. Mais ça peut aussi poser un problème très évident de blocage du pays, comme on a pu le vivre dans la Troisième République. Non, pas si l'Assemblée est élue avec une prime majoritaire. C'est le cas dans les élections régionales, c'est le cas dans les élections municipales, c'est-à-dire que sur un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire, liste qui arrive en tête, si vous arrivez en tête, si vous faites 25%, vous avez 25% des sièges, plus une prime, disons de 30%, qui vous assure une stabilité et ça évite effectivement de connaître l'instabilité qu'on a pu connaître sous la 4e République. Comment tu expliques la défiance montante des jeunes envers la politique? Quel changement de génération, quel pivot il y a eu sur cette perception des gens qui nous gouvernent? Je pense que d'une manière générale, il y a une défiance globale des Français vis-à-vis de la politique, parce que les gens qui le mettent au pouvoir depuis 40 ans font l'exact contraire de ce sur quoi ils sont élus. Et bien souvent, nos compatriotes ont le sentiment que les gens qu'ils élisent défendent des intérêts contraires aux intérêts du peuple. Lorsque Macron fait la réforme des retraites et qui remet pendant les vacances de Noël la Légion d'honneur au patron de la filiale France de BlackRock, M. Cirelli, qui représente le plus grand gestionnaire d'actifs américain et qui va être l'un des seuls bénéficiaires de cette réforme des retraites, ça veut dire que le politique, il ne travaille plus pour l'intérêt général, mais il travaille pour des intérêts privés. Lorsque Emmanuel Macron vend la branche énergie d'Alstom, qui est notre fleuron industriel, aux Américains, ça participe de ce sentiment de défiance vis-à-vis de la politique. Et donc il y a aujourd'hui un gouffre entre la classe politique et le peuple, mais partout dans le monde, les peuples sont en train de tourner le dos justement à ces élites et de mettre au pouvoir des gens qui les défendent réellement. Trump aux États-Unis, Poutine en Russie, Johnson en Angleterre, ça a été Matteo Salvini pendant quelques mois en Italie. Donc quand le peuple veut reprendre le pouvoir, alors il le peut. Et je pense que nous incarnons, nous en France, ce courant populaire. Mais du coup, selon toi, l'homme politique doit être quelque chose doit être la voix, le leader, l'élite même d'une partie de la population ou d'un courant idéologique, ou ça doit être son plus grand symbole, son plus beau, sa plus belle normalité en fait? À partir du moment où on accède aux responsabilités, on devient représentant de tous les Français, mais on applique un projet pour lequel on a été élu. Lorsque le gouvernement nous dit
On a été élu pour faire la réforme des retraites, donc on fait la réforme des retraites. C'est faux, parce que pendant la présidentielle, la campagne, Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas repousser l'âge de départ à la retraite, à ne pas remettre en cause certains régimes spéciaux. Donc, en réalité, lors d'une élection présidentielle, au premier tour, vous rassemblez votre camp. Au deuxième tour, vous éliminez l'un des deux adversaires. Et finalement, ce troisième tour, vous devenez le représentant de tous les Français. Aurons-nous toujours besoin de représentants? Ou est-ce qu'on pourra vivre dans une démocratie quasi directe à terme? La démocratie est directe dans notre pays. Ce sont les Français qui élisent leurs représentants. Moi, je ne suis pas anarchiste, je pense qu'on aura toujours besoin d'élus. Il faut peut-être changer certaines choses, d'abord les élire à la proportionnelle, faire en sorte que le vote blanc, par exemple, soit reconnu et soit pris en compte. Parce que si vous faites la proportionnelle et que vous permettez à tous les Français d'être représentés, il faut aussi permettre aux Français qui ne se retrouvent pas dans les partis politiques d'avoir une représentation qui est permise par le vote blanc. Pourquoi existe-t-il en France un rapport si particulier entre les politiques et les médias, où on voit qu'il y a assez clairement une vraie défiance et un vrai combat et un bras de fer permanent qu'il y a entre les deux organes principaux? Parce que pendant longtemps, et à juste titre d'ailleurs, les Français ont eu le sentiment, ont toujours le sentiment que certains médias se font les perroquets du pouvoir. Ils répètent les éléments de langage qui sont donnés par le gouvernement, qui sont délivrés par le chef de l'État, et donc ça pose un problème de représentativité. Pendant des années, les idées que nous on incarne en France n'étaient pas représentées sur les plateaux de télé. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Aujourd'hui, les idées qu'on a défendues pendant des années sont aujourd'hui sur les plateaux de télévision, se discutent et ne sont quasiment plus contestées. Et pendant longtemps, je pense que les Français ont eu le sentiment que les idées majoritaires dans le pays n'étaient pas les idées dominantes. Et que les idées dominantes dans les milieux intellectuels, médiatiques, éditorialistes parisiens n'étaient pas les idées majoritaires dans le pays. Or, aujourd'hui, cette fracture, elle est quasiment terminée. Et nous, on a un accès assez libre aux médias. Mais c'est vrai que certains journalistes ont parfois un parti pris. Tu as senti une différence entre peut-être l'époque où tu voyais la politique derrière ton écran et qu'aujourd'hui, maintenant que tu la pratiques, tu sens pour le RN et du coup anciennement le FN, un vrai switch, un vrai changement de perception des médias et de la population? Je sens en tout cas qu'on a remporté une bataille idéologique et qu'on a gagné la bataille des idées. Et que toutes les grandes idées qu'on défend sur la politique migratoire, sur la lutte contre le fondamentalisme islamiste, sur les protections qui sont nécessaires en matière économique aujourd'hui, sur la baisse de la fiscalité, sur le référendum d'initiative populaire, sur la contestation de l'Union européenne dans sa forme actuelle, toutes ces idées-là aujourd'hui sont majoritaires dans le pays. Lorsque vous regardez les études d'opinion au cas par cas, ces idées-là sont majoritaires. Alors qu'est-ce qui vous empêche de fédérer dans ce cas-là? Il nous a peut-être manqué en 2017 cette dernière marche qui était la marche de la crédibilité qu'on a, je crois, aujourd'hui largement franchie. Des sondages nous mettent à 45% au second tour de l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on est à 5 tout petits points de l'Elysée. Et qui plus est, dans les villes qu'on dirige, on a fait nos preuves. On dirige une quinzaine de municipalités aujourd'hui partout en France. Dans ces mairies, on a baissé les impôts. Partout, on a baissé la fiscalité, ce qui veut dire que les habitants gagnent en pouvoir d'achat avec le Rassemblement national. On a ramené la sécurité dans des villes comme Fréjus, comme Beaucaire dans le Gard, comme Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Il n'y a pas une seule voiture qui a été brûlée le 31 décembre, ce qui veut dire que la tolérance zéro, ça marche. Et surtout, nos scores augmentent. Ce qui veut dire que lorsqu'on dirige, lorsque les Français nous font confiance, alors on arrive à convaincre des gens qui, hier ou avant-hier, nous ont combattus ou étaient en désaccord avec nous. Ce qui veut dire que nous essayer, c'est nous adopter. Un homme politique peut, selon toi, toujours avoir une vie privée qu'on garde vraiment secret. On se rappelle notamment de l'histoire de Castaner dans un restaurant parisien. C'est-à-dire quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas aller faire Pompelope en boîte de nuit à l'Aventure dans Paris. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais à partir du moment où vous êtes élu, vous avez plébiscité le suffrage des Français, vous avez une attitude de respectabilité à avoir. Parce que vous ne représentez plus seulement vous-même, vous ne vous engagez pas simplement vous-même lorsque vous pouvez faire des conneries par exemple, vous engagez les Français qui vous ont fait confiance et qui ont voté pour vous. Et moi je crois à cette rigueur dans la politique. Je pense que lorsqu'on est élu, on a des droits et des devoirs. Et le premier des devoirs, c'est d'être irréprochable. Irréprochable dans le paiement de ses impôts, irréprochable dans les déclarations qu'on peut faire, irréprochable dans sa tenue, parce que vous représentez aussi une petite partie de la France et des Français. Mais est-ce que c'est pas aussi une dérive de notre époque
que de ne pas respecter aussi le droit de chacun de faire ses propres erreurs et sa propre vie privée, indépendamment des regards des autres. C'est-à-dire qu'il est assez compliqué en politique de conserver une vie privée malheureusement à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de la presse people. C'est important de protéger une partie de sa vie privée, mais c'est quand même assez compliqué parce que l'époque dans laquelle nous sommes fait que la politique s'est un petit peu pipolisée. Et c'est vrai qu'au-delà de ce que peut voter un politique dans l'hémicycle, souvent ce qui intéresse aussi c'est sa personnalité, qui il est. C'est aussi un moyen parfois de sentir un peu ses convictions. Mais est-ce que toi tu ressens une forme de peur ou de menace quand tu agis dans ta vie privée, qu'on puisse se ressortir ça devant tes yeux dans la presse ou ces choses-là? Est-ce que ça te rend doublement plus attentif? Non, parce que par nature je fais attention, mais lorsque vous êtes élu, lorsque vous faites de la politique, il faut faire attention à sa vie privée, il faut être capable de la protéger, il faut surtout pas faire n'importe quoi. Du coup, une question sur les réseaux sociaux de manière globale. Est-ce que tu penses que c'est plus un bon outil pour le politique ou quelque chose de dangereux? Moi je suis très content de vivre à l'époque des réseaux sociaux parce que je pense que les réseaux sociaux permettent de mettre beaucoup de sujets sur la table, permettent aux politiques de faire émerger des sujets. Et bien souvent les réseaux sociaux sont vus comme un contre-feu aux médias, dont on a dit pendant des années, à juste titre d'ailleurs, qu'ils étaient les représentants unique d'une idéologie exclusive, où il n'y avait pas possibilité d'apporter d'autres idées alternatives. Et les réseaux sociaux ont ce rôle sont cet espace de liberté, d'information indépendante, qui permet à beaucoup de Français de se réinformer, de s'informer d'abord, de se réinformer ensuite. Donc non, on est assez satisfait et nous on est même favorable à inscrire les libertés numériques dans la Constitution, parce que la France est un pays dans lequel on cherche régulièrement à remettre en cause aussi la liberté d'expression. Je pense à la loi Avia par exemple sur les réseaux sociaux, qui sont pour nous des restrictions graves et majeures en termes de liberté d'expression. Donc en fait les réseaux sociaux finalement ont permis une libéralisation de la parole en France, finalement, de prendre le contre-pied. Oui, bien sûr. D'une chape de plomb qui aurait pu exister. Oui, bien sûr, mais les politiques aujourd'hui sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. En plus des médias, on ne peut pas faire l'impasse sur les réseaux sociaux parce que chaque Français, il y a encore dans notre pays des gens qui n'ont pas forcément d'abonnement Internet, mais une grande majorité de Français, Internet, utilisent les réseaux sociaux, s'informent en ligne. Et pour nous, c'est aussi un présent d'y être, d'être présent sur les réseaux, de relater tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux pour pouvoir informer nos adhérents, nos militants et nos électeurs. Assiste-t-on à une judiciarisation de la politique? Je pense qu'on assiste plutôt à une politisation de la justice. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de juges notamment qui ne font plus du droit mais qui font de la politique. Lorsqu'on a vu par exemple le syndicat de la magistrature, qui est un syndicat de gauche, voire d'extrême gauche, épinglé sur un mur des camps un certain nombre de responsables politiques, là les juristes et les juges ne font plus du droit, ils font de la politique. Lorsque on décide de convoquer un responsable politique 3 semaines avant une élection, alors qu'ensuite on n'en entend absolument plus parler juste après le scrutin, les juges ne font plus du droit, ils font de la politique. Et c'est vrai que nous, lorsqu'on est jugé par des gens qui ont ouvertement déclaré pendant l'élection présidentielle que nous étions des ennemis, qu'il fallait nous combattre, alors oui, la question de l'indépendance de la justice se pose. Est-ce que du coup une solution pourrait être le modèle américain avec l'élection de juges dans une Cour suprême? Non, il faut peut-être changer, je pense qu'il faut rompre avec l'école de la magistrature. Il faut peut-être revoir la formation des magistrats. Et il faut surtout garantir l'indépendance du parquet, parce qu'aujourd'hui le parquet il obéit au cabinet du ministre de la Justice. Et donc bien souvent ça crée une confusion des genres qui n'est pas très saine pour la démocratie. Quel est ton rapport à la liberté d'expression? On a pu notamment voir dans un camp comme dans l'autre les cas de Tariq Ramadan et d'Éric Zemmour. Je pense que la liberté d'expression doit être totale. La France a été pendant longtemps le pays de la satire, le pays de Voltaire. Ça a été le pays de Charlie Hebdo. Et les premiers qui étaient Charlie en 2015 sont les mêmes qui remettent en cause aujourd'hui la liberté d'expression d'Éric Zemmour, par exemple. Moi, je préfère qu'on aille contredire des gens comme Éric Zemmour, avec qui certains peuvent avoir des désaccords sur le fond, sur le terrain des idées, sur le terrain de l'argument, et pas en expliquant qu'il n'a pas le droit à la parole ou en restreignant sa liberté de parole, parce qu'il incarne aussi un courant qui, dans l'opinion, achète ses bouquins, se reconnaît dans ses idées. Et donc il est important de lui laisser évidemment la parole. Mais c'est vrai qu'on voit en France une restriction et des restrictions de plus en plus importantes par les projets de loi qui sont mis sur la table, notamment le projet de loi Avia, qui remettent en cause justement cette liberté d'expression. Donc la liberté d'expression elle doit être totale. Et si vous avez des propos qui tombent sous le coup de la loi, alors vous en répondez devant la justice.
Donc du coup, selon toi, la loi serait le rempart en fait à la liberté d'expression et le seul. La loi est en tout cas aujourd'hui utilisée pour restreindre la liberté de parole et les libertés d'expression, et notamment les libertés du numérique. Et c'est la raison pour laquelle nous on souhaite inscrire effectivement dans la Constitution les libertés numériques. Quel conseil donnerais-tu à un jeune ou à une jeune qui voudrait s'engager en politique aujourd'hui ? Je lui dirais que nous appartenons à une génération qui n'a pas connu la France qui va bien. Et que nous appartenons à une génération qui n'a connu qu'une France endettée, frappée par le chômage, dont un ancien Premier ministre, Manuel Valls, expliquait qu'elle devait s'habituer à vivre avec le terrorisme. Il l'a dit, votre génération doit s'habituer à vivre avec le terrorisme. Donc je dis à toute cette génération qui n'a pas connu la France qui va bien, qui peut-être meurt d'envie de la connaître, de s'engager en politique, parce qu'il n'y a que la voie politique pour changer les choses dans un système démocratique comme le nôtre. La politique, c'est le seul moyen en démocratie qui permet de changer les choses. Et je dis aux jeunes, si ce n'est pas vous qui reprenez votre destin en main, alors personne ne le fera à votre place. Ou quelqu'un d'autre, ça sera peut-être pire. Ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis trace tes contours ? Les contours de la France. Nous, on défend un projet politique, on défend une société où il y a des limites. Les premières des limites qu'on défend, c'est des frontières. Voilà, quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez une porte. Vous l'ouvrez ou vous la fermez, mais c'est vous qui décidez de qui rentre ou qui sort de chez vous. Avec la France, on veut faire pareil. Merci beaucoup, Jordan. Merci. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.